Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Luc Godbout, donc titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke et partenaire de longue date des indicateurs de bien-être et plus largement du G15+. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette discussion autour de la 4e édition des indicateurs de bien-être au Québec. Un projet qui a été mis à jour chaque année par le G15+, un regroupement unique de leaders économiques, de leaders syndicaux, de leaders sociaux et environnementaux et qui s'appuie ou qui mise sur le dialogue social pour faire évoluer l'économie québécoise vers une société plus solidaire, plus prospère et plus verte. Alors, notre midi-conférence est divisée en un certain nombre d'activités, un certain nombre de parties. Et donc, on va d'abord expliquer les indicateurs. Ensuite, on va s'intéresser par des analyses un peu plus approfondies sur certains d'entre eux. Et on va regarder les tendances à surveiller. Il va également y avoir une période de questions. Donc, ce sera le temps, si vous avez des questions, de nous les soumettre. On pourra approfondir certains aspects et on pourra même réagir si vous avez des réactions au constat qui aura été présenté au cours de ce midi-conférence. Donc, sans plus tarder, je présente les participants à ce midi-conférence en débutant par Camille Lajoie, directrice générale de Delorme Lajoie Consultation, chercheuse derrière l'analyse et elle sera experte auprès de nous pour nous exposer les enjeux méthodologiques. Je poursuis avec Dominique Gravel, professeur à l'Université de Sherbrooke, tout comme moi, membre de l'équipe de coordination scientifique de Biodiversité Québec. Et enfin, Christian Savard, directeur général de Vivre en ville et rue principale et membre du G15+. Donc, passons maintenant au contenu, histoire de mettre la table. Christian, pour débuter, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette initiative-là du G15+, des indicateurs et comment tout ça a été lancé là, au cours des 4 dernières années? Oui, bien sûr. Puis bonjour tout le monde à la maison, au bureau, à l'université, en cette journée bien enneigée. On s'est rendu, nous, de notre côté. Oui, depuis 2022, le G15+, met à chaque année à jour ces indicateurs. Le but des indicateurs, c'est au cœur un peu de notre mission, c'est d'explorer les 3 dimensions, sociale, environnementale et économique du Québec. Et intrinsèquement, c'est tenter de voir au-delà du fameux PIB, qui a toujours été la valeur maîtresse du développement d'une société. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous raconter une histoire différente? Je pense qu'il y a un certain consensus qui dit que oui, mais il faut le mesurer pour les mettre en valeur. Donc, c'est le défi qu'on s'est donné avec des partenaires dont certains sont à côté de moi. C'est le défi qu'on s'est donné depuis 2022. Donc, on cherche à mettre le bien-être au cœur des décisions collectives qu'on a à prendre. On trouve que ça peut être utile pour les décideurs publics, pour les guider dans l'élaboration de politiques publiques, utile pour la société civile aussi, pour mieux comprendre les enjeux, parfois, des fois, à dépasser nos a priori. Hein? Une organisation comme la mienne, on a des idées toutes faites parfois. Est-ce qu'on peut les challenger. Vraiment, un des enjeux, un des objectifs, c'est vraiment d'avoir prendre un meilleur baromètre de la société québécoise. Et pour le G15+, on a été fondé en 2020. Au cœur de la pandémie, hein, on voulait, dans la grande tradition du dialogue social québécois, se rassembler pour dire comment on va sortir de cette pandémie-là. Mais à un moment donné, on ne pouvait pas juste parler de la sortie de pandémie, il fallait voir plus loin. Et vraiment, les indicateurs ont été le socle sur lequel on a assis notre travail là, dans les dernières années, qu'on va continuer de le faire, je l'espère. Parfait. Merci beaucoup. Je trouve que ça situe bien quand même un peu les initiatives du G15+. Je rappelle aux gens à la maison, si vous avez des questions, vous pouvez tout de suite nous écrire. On va les colliger tranquillement, pas vite. Et les participants pourront répondre à la fin de la période de questions, pourront répondre aux questions qui auront été soumises. Donc, à tour de rôle, vous allez nous présenter les dernières mises à jour de vos indicateurs. C'est quand même un élément important. C'est une occasion de montrer les forces et les faiblesses ou les défis plutôt qui attendraient le mieux-être au Québec. Donc, nous allons maintenant discuter de ces faits saillants. Je vais commencer avec Christian pour la 4e édition. Des constats à haut niveau qu'on pourrait tirer.
Oui, donc pour cette 4e édition-là, on voit que 32 indicateurs se sont améliorés. 11 indicateurs 32 se sont améliorés, c'est ça. 32 se sont détériorés, principalement les indicateurs à caractère social et environnemental. 8 ont stagné. Quelques indicateurs, et on va en regarder un petit peu plus en détail. Au niveau du côté positif, l'espérance de vie a continué de s'améliorer, quand même quelque chose qui caractérise le Québec. Les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail ont aussi diminué. L'endettement des ménages a également n'est pas revenu à un niveau qu'on avait avant la pandémie. Inégalités de revenus qui ont continué à diminuer, mais il y a comme des signaux dans ce sens-là qui sont un peu plus inquiétants. PIB par habitant qui a augmenté au niveau des enjeux moins positifs, insécurité alimentaire, santé mentale, de plus en plus de gens qui se disent avoir des problèmes de santé mentale, des populations d'espèces précaires suivies qui sont en déclin, taux d'inoccupation des logements, espèces exotiques envahissantes également en montée. Donc, espérance de vie, vraiment un indicateur qu'on peut dire fondamental, qui nous distingue, notamment en Amérique du Nord. On a la plus haute espérance de vie. Surtout si on se compare aux États-Unis, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus. Vous pouvez voir aussi sur le graphique suivant, l'endettement des ménages en proportion des revenus disponibles. Meilleure situation dans le reste du Canada, et également en diminution. Donc, un signe positif. PIB par habitant également qui augmente. Je profite ici de dire... Il y a certains indicateurs on tente d'aller chercher les données les plus récentes, on tente d'aller chercher des tendances sur 10 ans. Parfois, il y a des indicateurs que les données datent de 2002, 2023 et que vous allez voir dans le reste de la présentation, ça va arriver qu'il y a des indicateurs récents là, qui sont comme des drapeaux jaunes, des drapeaux oranges, des signaux d'alerte. Donc, je voulais faire cette petite mise en contexte-là quand même. Autre indicateur, je voulais revenir un petit peu plus, les populations en situation d'insécurité alimentaire. Sur les graphiques, vous voyez le Québec versus le Canada, mais ce qui compte, c'est que dans les deux courbes, et celle en bleu aussi, pas les deux courbes, les deux barres, la sécurité alimentaire augmente, ce qui est vraiment quelque chose d'inquiétant. Santé mentale pour les 12 ans et plus, également léger déclin. Des gens qui se disent en bonne santé mentale, c'est un enjeu. Et également, au niveau du logement, et je me préparais, puis je me disais, je pense que j'ai trouvé un nouvel indicateur pour l'année prochaine. Les gens déménagent de moins en moins. Les gens ont de moins en moins d'options pour habiter, tout simplement parce que le taux d'inoccupation des logements est très, très bas. Donc, les gens n'ont juste pas d'options. Et ce qui a amené une spirale de spéculation, on va en parler, j'ai d'autres éléments sur le logement, là. On va y revenir. Pour conclure, il y a un enjeu sur la question des populations plus vulnérables. Sécurité alimentaire, logement, je pense qu'on a détecté à travers nos indicateurs quelque chose autour de ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. Donc, ça éclaire déjà pas mal. Dans l'analyse du G15+, vous mentionnez à certains endroits un certain paradoxe. Puis là, j'aimerais ça, Camille, que tu me parles un peu de ce paradoxe-là. En effet, merci Luc, puis merci tout le monde d'être là. En faisant l'analyse des indicateurs dans les 3 piliers qu'on a nommés, donc économie, société et environnement, on a décelé une genre de tendance qui ressortait, qu'on a nommé le paradoxe québécois. Qu'est-ce que ça signifie, le paradoxe québécois? C'est qu'on est peut-être moins riche qu'ailleurs économiquement. Par contre, on semble mieux vivre au Québec, où la qualité de vie, elle est meilleure ici. Puis comment est-ce qu'on a décelé cette tendance-là? C'est simplement que le Québec semble tirer de la patte dans plusieurs indicateurs économiques traditionnels. On peut penser au PIB par habitant, on peut penser à la productivité du travail ou même encore à la scolarisation de ses citoyens, surtout quand on le compare à des juridictions en Amérique du Nord comme l'Ontario, le Canada et les États-Unis. Par contre, à l'inverse, et malgré les lacunes économiques que le Québec semble avoir, il surperforme dans l'ensemble ou presque des indicateurs environnementaux et sociaux les mêmes juridictions, donc l'Ontario, le Canada et les États-Unis. On peut penser par exemple à ces émissions de GES par habitant qui sont beaucoup plus faibles que les juridictions mentionnées ou encore ces faibles inégalités de revenus qui représentent parfois un proxy pour la cohésion sociale. Finalement aussi, on remarque que le Québec tend à avoir une meilleure performance dans des
indicateurs économiques qui ne sont pas liés au PIB, donc qui ne sont pas liés à la productivité. Par exemple, le taux de jeunes qui ne sont ni à l'emploi, ni en formation et ni à l'école. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça nous éclaire, mais en même temps, ce paradoxe-là pourrait plaire et déplaire selon les personnes qui reçoivent le message. Donc, statistiquement, on comprend bien. Économiquement, on performe moins bien, mais on a un meilleur niveau de bien-être dans bien des cas. La principale force des données du G15+, dans le fond, c'est de colliger des données, c'est de les rendre comparables, puis ça nous aide à mieux situer le Québec. J'ai vu que vous avez fait comme un effort pour situer le Québec par rapport aux États-Unis. Encore une fois, Camille, peux-tu m'en dire un petit peu plus? Absolument. On a tendance à toujours envier notre voisin du Sud pour ses belles performances économiques en termes de PIB par habitant ou en termes de productivité. Par contre, le bien-être n'est pas juste défini par la performance économique. Il faut parfois s'attarder ou mettre un focus sur des éléments autres qui affectent la qualité de vie des gens. En effet, lorsqu'on compare le Québec aux États-Unis, on remarque que le Québec ne fait pas mieux dans la majorité des indicateurs économiques, voire que les États-Unis le dépassent dans 7 des 11 indicateurs économiques comparables, donc près du 2/3. Par contre, à l'inverse, le Québec va surpasser les États-Unis dans la très grande majorité des indicateurs sociaux et environnementaux. Le but de l'exercice ici de comparer les États-Unis et le Québec, c'est aussi de montrer à quel point il y a une différence entre richesse économique et richesse collective ou humaine. Il faut faire la distinction et comment ça affecte le bien-être des Québécois et des Québécoises. Donc, si on fait un focus sur les indicateurs environnementaux ou sociaux des États-Unis, on remarque, par exemple, que les États-Unis enregistrent la plus faible espérance de vie parmi les pays de l'OCDE, qui est 6 ans inférieure à celle du Québec. On remarque également des taux de natalité, des taux de mortalité infantile et maternelle qui sont plus élevés parmi les membres de l'OCDE également, des taux d'obésité qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne de l'OCDE. On remarque également des inégalités de revenus qui sont beaucoup plus prédominantes aux États-Unis qu'au Québec. Et encore une fois, ça peut être un signe de moins bonne cohésion sociale ou de plus grande polarisation politique. Et on voit également que le Québec, sans surprise, fait beaucoup mieux au niveau environnemental que les États-Unis. En effet, les émissions de GES par habitant des Américains sont à peu près 2 fois plus élevées que celles du Québec. Et encore une fois, l'énergie qui est consommée par les Américains est à peu près 1/10 provenant de sources renouvelables, contre près de la moitié pour le Québec. Et finalement, le Québec a aussi fait des choix de politique publique qui affectent le bien-être. On a décidé de prioriser le bien-être à la fois social et économique, par exemple en mettant une priorité sur le développement des réseaux des CPE ou des congés de parentalité rémunérés qui sont les deux absents aux États-Unis. Et ça, par exemple, ça peut mener à une meilleure intégration au marché du travail des femmes. Et donc, ça a des bienfaits à la fois économiques et sociétaux. Parfait. Merci beaucoup. Effectivement. Si je comprends bien, je pense pas mal vous interpréter en disant que le modèle américain n'est pas le modèle à suivre pour le Québec. Là. Je pense que j'ai bien saisi. Dominique, je me tourne maintenant vers toi. Pour l'apparition de nouveaux indicateurs. Donc, vous avez fait un effort pour rentrer des indicateurs de biodiversité. Ça serait la grande nouveauté cette année. Et donc, j'aimerais ça peut-être que tu puisses nous les présenter un peu. Oui, merci Luc. Et puis merci au G15+ aussi pour nous avoir offert l'opportunité de collaborer avec eux pour offrir ces nouveaux indicateurs-là. Là. Il faut se rappeler, dans l'édition précédente, c'était un peu un angle mort, là, où il y avait très peu d'informations et on avait donc à construire une suite d'indicateurs. Et la démarche, elle a commencé par une réflexion sur les informations à documenter et à fournir. C'est tout un défi parce que la biodiversité, ça ne se mesure pas nécessairement comme on mesure les changements climatiques, par exemple. La biodiversité, elle a beaucoup de dimensions. C'est beaucoup plus difficile à résumer dans quelques métriques, alors que pour les changements climatiques, on peut suivre les émissions de gaz à effet de serre, qui sont des métriques qui sont conventionnées à l'international. On peut suivre le climat. Pour la biodiversité, c'est un autre enjeu, surtout lorsqu'on veut référer par la suite au bien-être. Alors, on avait ce travail-là à réfléchir à des indicateurs qu'on pouvait associer à notre qualité de vie. Alors, la démarche, elle a commencé avec une collaboration qu'on entretient dans nos labos à l'Université de Sherbrooke avec le ministère de l'Environnement, où on a élaboré une liste d'indicateurs potentiels. C'est une réflexion qui s'est étalée sur un certain temps quand même, qui s'est faite dans la suite notamment de la publication du Plan Nature du gouvernement du Québec. C'est là qu'on a amorcé cette réflexion-là. Ensuite, on a conçu les méthodologies pour le calcul de ces indicateurs-là avec les quelques balises qui nous étaient
demandé. Et finalement, on a fait le calcul de ces indicateurs-là avec le support des données qu'on organise et on rend disponible à Biodiversité Québec. Alors, on avait au départ une série de 8 indicateurs qui, finalement, au fur et à mesure qu'on a échangé sur ces métriques-là, on est arrivé à faire une sous-sélection. Et puis, maintenant, bien, on comble un des angles morts avec une série de 4 indicateurs qui sont tous reliés à différents aspects qu'on retrouve dans le plan nature du gouvernement du Québec. Alors, on ne va pas se surprendre que certains de ces indicateurs-là vont témoigner d'une pression croissante et continue sur la biodiversité. Alors, dans un premier indicateur, on s'est inspiré de l'indice Planète vivante qui est publié par le Fonds mondial pour la nature. On a extrait les données qui sont utilisées pour le Fonds mondial pour la nature pour cet indicateur-là, mais on les a appliquées seulement au Québec avec une attention particulière aux espèces à statut précaire, où on a observé, pour ces populations-là qui étaient suivies, un déclin particulièrement important et rapide dans les années 80-90 et qui s'est poursuivi dans les dernières années. J'insiste sur la variation qu'il y a entre les espèces dans cet indicateur-là. Il y a quand même énormément de variabilité, mais dans l'ensemble, il y a un déclin, ce qui ne nous surprend pas puisque ce sont effectivement des espèces à statut précaire. Ensuite, on s'est attardé aux espèces exotiques envahissantes. Il s'agit d'un indicateur important puisque ces espèces-là ont un impact important sur la biodiversité. Et puis, elles coûtent très cher aussi à la société. La lutte aux espèces exotiques envahissantes est très dispendieuse. Et là, ce qu'on observe, c'est une introduction continue de ces espèces-là à un rythme qui est de presque une nouvelle espèce par année depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a malgré tout quelques éléments, quelques pistes qui sont encourageantes. Alors, on a notamment observé une croissance de notre connaissance de la biodiversité, notamment grâce au support de la science citoyenne qui nous aide à mieux documenter la biodiversité. Un angle mort, cependant, c'est qu'on connaît beaucoup mieux la biodiversité dans le sud du Québec et il y a des trous béants dans le nord. Et ce contraste-là entre la situation au sud et au nord, elle se répète aussi finalement dans le dernier indicateur qui est la proportion du territoire qui est en aire protégée, où on observe qu'on a atteint l'objectif précédent qu'on avait de 17 de conservation du territoire. Maintenant, on est passé à un objectif de 30 alors on a 13 à couvrir dans les prochaines années, d'ici 2030 en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu un appel à projet récemment où il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Là. On parle de 400 propositions d'aires protégées en terre publique. Et ça, ce réseau-là, on espère, va permettre de combler un enjeu de représentativité parce que, alors que nos espèces menacées sont surtout situées dans le sud du Québec, les aires protégées sont davantage situées dans le nord du Québec. Alors, il y a une disparité entre les deux. On va devoir travailler sur cet enjeu-là de la représentativité. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Puis on constate d'ailleurs donc tout l'effort que vous avez fait là, pour élargir les indicateurs dans cette nouvelle édition. Puis je me permets d'ailleurs de prendre un extrait, une petite phrase du rapport. Vous mentionnez « Les pressions augmentent. Notre réponse doit s'intensifier au même rythme avec plus de conservation, plus de prévention et plus de connaissances. » Donc, ça montre quand même tout le défi là, qui nous attend pour ces indicateurs-là pour lesquels vous venez de faire éloge. Je précise aussi que, dans le fond, à chaque année, quand il y a une nouvelle édition, il y a une analyse globale des indicateurs, mais que vous avez fait une analyse plus particulière, plus pointue, justement, sur les nouveaux indicateurs de biodiversité. Tout ça se retrouve sur le site Web de l'analyse. Là. Christian, je me retourne vers toi. Il y a un autre thème important qui est le logement. Donc, c'est peut-être le temps de l'aborder. Je sais que ça alimente beaucoup là, les discussions. Là. Dans le rapport, on mentionne quand même que le Québec est plus résilient, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Là. J'aimerais ça un peu s'entendre là-dessus. Ce qui est intéressant des indicateurs, il y a certains indicateurs qui sont plus globaux, qui, dans notre quotidien, on les sent moins, mais je pense qu'en ce qui concerne le logement, on a des indications très clair dans ce qu'on constate dans les chiffres, mais également dans notre quotidien. Hein. Je le mentionne parce que c'est pas désincarné, nos indicateurs. Moi, j'ai fait une tournée municipale cet été dans le cadre de mon travail. Tout le monde me parlait
soit personnellement, soit d'un point de vue collectif, des enjeux de logement et comment la situation commençait à être difficile. Le rapport sur notre 4e rapport sur les indicateurs met un certain accent sur cet aspect-là parce qu'on pense qu'il y a là une des raisons sur les inquiétudes qu'on a sur la résilience québécoise et que le logement l'explique probablement en partie. Quelques chiffres là, pour commencer. Donc, au Québec, on le disait, je l'ai dit, le taux d'inoccupation des logements a connu une baisse marquée en 2014 et 2024. Les gens ont moins d'options, ce qui met une pression sur les prix, ce qui met une pression particulièrement sur les plus vulnérables. On va y revenir. On sait également un autre chiffre qui, lui, est à la hausse. Près de 373 ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement. Et ce chiffre est à la hausse. Et on ne peut pas avoir un indicateur plus clair. Certains diraient, oui, le prix des maisons augmente, les gens sont plus riches. Dans certains cas, c'est vrai, mais plus qu'on descend là, dans les quintiles de revenus, plus que les impacts sont grands et donc plus que de gens qui doivent consacrer de l'argent à leur logement et donc qui ne peuvent pas en consacrer à l'alimentation, d'où les chiffres sur l'insécurité alimentaire. Donc, on est, à travers le logement, vraiment probablement dans une des principales raisons qui explique pourquoi là, on a des drapeaux jaunes en ce qui concerne la résilience québécoise et ses indicateurs. Et ça touche essentiellement les plus vulnérables. On peut le voir. Éventuellement, il va falloir compléter notre portrait avec les questions sur l'itinérance qui sont vraiment présents, enjeux qui étaient présents uniquement à Montréal, à Québec à une certaine époque, mais maintenant qui s'est vraiment répandu dans beaucoup de villes moyennes québécoises, même des plus petites villes. Tout le monde me parle de ça. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était un des thèmes de la campagne électorale. Donc, ces chiffres-là confirment ce qu'on sent sur le terrain et les enjeux qu'il y a autour de ça. Donc, on peut craindre, justement, puisqu'il n'y a pas vraiment de chiffres encourageants, une détérioration encore plus grande. Donc, ce qu'au G15+, on constate, il y a une explosion des coûts des matériaux de construction, la rareté de la main-d'œuvre dans un contexte de concurrence avec la construction industrielle, les grands projets d'infrastructure, les grands projets d'Hydro-Québec qui nuisent à la productivité. Parce qu'une des solutions, c'est de construire plus de logements, que ce soit privé ou social. Donc, pour le G15+, parce qu'on sait on fait quelques recommandations à travers les indicateurs. Ce n'est pas qu'un portrait. Pour le G15+, sortir de façon durable de la crise du logement devra passer par une augmentation de la productivité, une prise en charge des enjeux de main-d'œuvre. Tout le monde me le dit, mes amis dans le secteur privé qui construisent du logement disent on a un problème de main-d'œuvre. Une augmentation substantielle des investissements publics et privés dans le logement à but non lucratif pour atteindre 20 % de ces logements-là, incluant le logement communautaire et social, donc 20 % de notre parc à terme qui devrait devenir à but non lucratif. Donc, on propose aussi de s'inspirer de la communauté métropolitaine de Montréal et de viser un taux d'inoccupation de 5 à 7 % pour avoir un marché qui soit plus sain et qui empêche les spirales spéculatrices. Donc, un enjeu très important qui touche beaucoup les gens plus vulnérables. C'est un enjeu très important, dans le fond, qui crée une pression sociale puis qui semble fragiliser notre bien-être collectif. Là. Exactement. Donc, ça se reporte sur tous. Oui. Bon, mais dans le fond, c'est ça. Comment tu peux nous développer ça un peu davantage, oui. La fragilisation globale là, du sentiment de bien-être? Bien, tu sais, on l'a dit, le portrait est plutôt bon, mais avec des signaux d'alarme. Un certain vent de face à un modèle québécois qui, finalement, bat le modèle américain. Hein. C'est une des conclusions qu'on a. Mais il y a des choses qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat-là. Et là, on sent qu'il y a des choses qui craquent. Il y a un contexte... même si on rattrape notre retard économique, on semble reculer sur certains éléments de bien-être, que ce soit le plan environnemental et social, surtout pour l'instant. Et c'est, oui, beaucoup les plus vulnérables. Fait qu'il y a peut-être des choses
qu'on ne sent pas autour de nous, mais qu'on sent bien que les plus vulnérables, je ne sais pas si vous avez lu les articles de Marie-Ève Fournier dans les derniers jours, qui démontrent que finalement, on dit que le pouvoir d'achat des Québécois augmente, mais quand on regarde quintile par quintile, les plus pauvres, c'est pas le cas, parce que eux, 50 % c'est le logement et l'alimentation, c'est les deux qui ont la plus forte inflation. Donc, il y a vraiment quelque chose là à aller chercher pour tenter de préserver le modèle québécois qui fait qu'on a un certain bien-être. Donc, il va falloir vraiment s'attaquer à la qualité du filet social, de nos politiques de redistribution de la richesse et de la qualité du dialogue social. C'est une des choses qu'on fait à travers les G15+. Il ne faudrait pas reculer sur qu'est-ce qui nous fait, finalement, qui nous donne du bonheur et du bien-être. Et là, on sent que peut-être qu'on n'a pas pris toute la mesure de qu'est-ce que nous apportait la résilience québécoise. On s'en va dans une année électorale. On espère que les indicateurs du bien-être qu'on rend publics aujourd'hui vont inspirer les plateformes des partis. Ils seront au cœur des promesses. Eh bien, oui, ou en tout cas, va faire réfléchir. Parfait. Ça clôt la première série d'interventions. On arrive à la période de discussion. Je rappelle aux gens que la période de discussion sera suivie d'une période de questions. Donc, si vous n'avez pas encore envoyé vos questions, envoyez-les nous. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de soumettre des questions éventuellement aux panélistes. Donc, Camille, je me tourne vers toi. On a parlé de méthodologie. Tu sais, naturellement, tous ces indicateurs-là, il faut les décortiquer, il faut les comprendre et ça nous prend une approche méthodologique. Donc, j'aimerais ça un peu que tu nous parles du défi de faire de développer une méthodologie pour que tout soit bien comparable, tant au niveau international qu'interprovincial. Absolument. La méthodologie, c'est quelque chose sur lequel on construit puis on améliore chaque année. Le but, c'est d'avoir une méthodologie qui est de plus en plus robuste et qui est toujours transparente et conservatrice. En fait, pour être en mesure de comparer le Québec à l'Ontario et le Canada en premier, c'est nos juridictions principales, je dirais, qu'on a ajoutées depuis déjà 2 éditions. On va habituellement se tourner vers les bases de données comme Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Québec qui offrent des données pour les 3 juridictions. Une fois qu'on a accès à ces données-là, on est en mesure d'aller chercher des données comparables à l'international, donc auprès des membres du G7 et des WEGO, qui sont les Wellbeing Economy Governments, donc des économies qui mettent de l'avant le bien-être avant la croissance économique. Comment on fait ça? On va souvent sur les grandes plateformes de données statistiques comme l'OCDE ou la Banque mondiale et on identifie plusieurs proxys à nos indicateurs de Statistique Canada ou de l'ISQ. Cependant, il arrive des fois où on n'est pas capable de trouver des comparables qui sont assez proches dans la méthodologie de Statistique Canada et de d'autres organisations internationales. Donc, dans ce cas-là, on va se tourner vers les organismes nationaux des différents pays que l'on compare, comme l'Office of National Statistics du Royaume-Uni ou encore l'INSEE en France. Une fois qu'on a trouvé les données qu'on veut comparer, on utilise le Canada, les données du Canada dans Statistique Canada ou dans l'ISQ pour les comparer avec celles qu'on retrouve dans les grandes bases de données internationales pour le même pays, donc le Canada, puisque ça nous fait un comme de comparaison avec un témoin. Donc, ça nous permet de valider que réellement, les données, elles sont comparables, surtout s'il y a peu d'écart statistique entre les 2 séries de données. Finalement, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qu'on n'est pas capable de comparer à l'international encore, où est-ce qu'on va juste présenter les comparaisons Québec, Ontario, Canada, voire même il y a des indicateurs qu'on n'a même pas de comparaison avec l'Ontario et le Canada. Donc, il y a encore du travail à faire de ce côté-ci. Et donc, ça nous apporte un peu à dire qu'il y a encore des lacunes dans notre tableau de bord en termes d'indicateurs orphelins. On a toujours 18 indicateurs qu'on n'est pas capable de documenter et qui permettraient de brosser un portrait complet du bien-être des Québécois et des Québécoises. Sans ça, on est quand même un peu aveuglé et on a des angles morts dans nos analyses. Et c'est important de faire un appel collectif à colliger plus de données pour être en mesure d'identifier les enjeux et de donner accès à de l'information à la fois aux décideurs publics, mais aussi au public québécois pour qu'ils mettent en place ses priorités. Qu'est-ce que lui souhaite prioriser? D'autres juridictions, comme la France et l'Allemagne, vont colliger des données d'indicateurs que nous sont orphelins encore pour le moment, comme les catastrophes naturelles ou encore l'artificialisation des sols. Et donc, ce qu'on choisit de mesurer, c'est très, très important parce que ça nous permet de décider si on priorise, qu'est-ce qu'on priorise, quels devraient être nos angles d'attaque et qu'est-ce que le Québec souhaite réellement voir améliorer dans les prochaines années. Parfait. Bien, tu viens de parler d'indicateurs orphelins.
La biodiversité, je crois que c'est un exemple d'indicateur orphelin. Donc, Dominique, je me retourne vers toi à nouveau. Ce serait quoi les aspects de biodiversité qu'il faut, qui pourraient être critiques puis qu'il faut suivre là, d'ici la prochaine édition ou dans les prochaines années? Là? Oui. Bien, Camille vient tout juste de souligner un certain nombre d'enjeux quant à l'accessibilité aux données pour faire le suivi des différents indicateurs de bien-être. Bien, on n'échappe pas à la situation avec les données sur la biodiversité. Les mêmes enjeux s'y retrouvent également. On a fait un gros effort à Biodiversité Québec pour essayer de se doter d'une infrastructure de données, ce qui nous permet de faire un suivi presque en temps réel des différents indicateurs qu'on a proposés. Après, on est à la merci, finalement, des données qui sont disponibles. Un bon exemple, par exemple, ce sont les données qu'on a utilisées pour faire le suivi des tendances de population. On avait accès à un nombre relativement limité et pas nécessairement complètement représentatif de populations qui étaient suivies dans le temps et qui sont à statut précaire. Ça fait en sorte qu'on a documenté surtout des déclins chez des espèces marines qui étaient davantage situées dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Puis dans les prochaines années, il va falloir ouvrir cette couverture-là pour avoir une meilleure représentation des enjeux de conservation. Le suivi des espèces exotiques envahissantes est aussi critique. Je disais tout à l'heure qu'on parle d'une nouvelle introduction d'espèces par année. Alors, ça prend des yeux sur le terrain pour être en mesure d'observer ces introductions-là et de les documenter. Fort heureusement, on peut miser sur la science citoyenne qui permet de démultiplier nos observateurs sur le terrain et aussi d'impliquer la population, évidemment, dans ce suivi de la biodiversité. C'est particulièrement important parce qu'il y a différents écosystèmes qui sont vraiment vulnérables à ces espèces-là. Je pense entre autres à mon cas favori, ce sont les forêts du sud du Québec où la pression elle est constante. Il y a des nouveaux ravageurs qui rentrent un après l'autre et qui font disparaître différentes espèces d'arbres. Et finalement, il y a aussi un suivi qu'on va avoir à faire de la couverture avec les aires protégées dans les prochaines années. Alors là, on a pris l'engagement de passer de 17 à 30 du territoire à protéger. Je soulignais tout à l'heure qu'on doit augmenter notre couverture dans le sud du Québec. Or, il s'avère que dans le sud du Québec, il y a beaucoup moins de forêts publiques et de territoires publics que dans le nord, et c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il y a tout un exercice de concertation à réaliser pour parvenir à identifier ces nouvelles superficies-là, où se trouvent malheureusement aussi les espèces les plus menacées. Et finalement, en conclusion, je voudrais quand même souligner un bon coup. Il y en a qui valent la peine d'être mis de l'avant. Il y a quand même eu un gros programme qui a été réalisé par le ministère de l'Environnement pour se doter d'un réseau de suivi de la biodiversité, lequel est accessible par le portail de Biodiversité Québec. Ce sont des nouvelles informations qui sont colligées sur plusieurs centaines de sites distribués partout à travers le Québec. Et ça, bien, dans les prochaines éditions, évidemment, on va mettre en valeur ce réseau-là parce que c'est une force qui va nous permettre de bien documenter ces changements-là. Parfait. Puis merci de souligner les bons coups parce que ça nous aide des fois à se retrousser les manches et dire on est capable. Donc, c'est un bel exemple. Vous dites dans le rapport que ce n'est pas qu'un exercice théorique, que ça donne déjà des résultats. Et donc, Christian, c'est ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu sur quel genre de résultats, comment on peut dire que c'est pas un exercice qui reste théorique? Là? Bien, c'est pas un exercice qui reste théorique parce que, ben justement, je pense qu'on réussit à mesurer des choses qui se passent vraiment sur le terrain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une approche qui est en train d'être un peu récupérée, un peu partout, une approche assez rationnelle des politiques publiques. On va se le dire, on a été inspiré par WeGo, hein, qui a déjà été mentionné, le Wellbeing Economy Government, donc un ensemble d'États qui tentent justement d'enlever le focus sur le PIB pour regarder un petit peu plus différents éléments de bien-être. Et c'est en train de faire des petits, je pense que le G15+, notamment Communauté métropolitaine de Montréal, qui ont fait les indicateurs vitaux du Grand Montréal. Donc, ils ont décidé de se mesurer sur le territoire du Grand Montréal. Il ne faut pas oublier que c'est la moitié du Québec. Hein? On parle d'au moins plus de 4 millions d'habitants. C'est le cœur économique. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut avoir. Donc, très important de voir que l'approche est récupérée, mais également Communauté métropolitaine de Québec qui le fait aussi avec ses indicateurs du bien-être carrément. L'Institut de
la statistique du Québec, qui a maintenant ses indicateurs du progrès qui participent à cet élan. Mais au niveau très local, il y a de plus en plus de scientifiques en chef dans les villes. Des scientifiques en chef qui visent finalement à donner un peu justement de raison aux politiques publiques, puis que les élus locaux qui gèrent beaucoup de qu'est-ce qu'est le Québec puissent avoir accès finalement à une certaine approche scientifique. Donc, les indicateurs sont très importants. Et au G15+, inspiré par les indicateurs, on a également mis au jeu en 2023 une feuille de route qui était quand même assez basée sur les indicateurs. 45 propositions venues de tous nos partenaires de la société civile québécoise qui visent à dire quel genre de... On fait des propositions de politique publique. C'est quasiment un programme politique, quand on parlait qu'on voulait inspirer. Donc, j'invite les gens à aller voir la feuille de route. On parle de cantines scolaires, de soutien aux organisations communautaires, meilleure égalité en éducation, soutien à la mobilité durable, grand chantier en environnement, protection des milieux naturels, amélioration des technologies pour améliorer la productivité. Donc, une série... Finalement, on a pris nos indicateurs et on a été d'essayer de les transposer en qu'est-ce que pourrait vouloir dire une politique publique qui vient améliorer ces différents indicateurs-là. Parfait. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter un point complémentaire sur le caractère concret des indicateurs et leur retombée directe? Ou... Oui, bien, je me permettrais peut-être de juste rajouter un indicateur qui va rester orphelin dans cette édition-ci, qu'on espère être en mesure de documenter dans la prochaine, qui est très important qui se situe à l'interface entre l'aménagement du territoire et les enjeux en environnement, c'est celui de l'utilisation des terres. On a essayé de le documenter et nous n'y sommes pas parvenus avec les données qui nous sont accessibles en ce moment. Il faut savoir que les changements d'utilisation des terres, alors l'agrandissement des exploitations agricoles, le développement des villes, parfois des conversions de terres forestières, ainsi de suite, tout ce qu'on appelle souvent là, comme domestication du territoire, là, c'est la plus grande menace à travers le monde pour la biodiversité. Et malheureusement, on n'est pas parvenu à les documenter pour cette fois-ci, pour des raisons techniques et aussi des raisons de représentation et éventuellement associées à l'interprétation. Pour la technique, c'est que c'est difficile de suivre exactement d'année en année et de documenter les différents types d'utilisation des terres, notamment la distribution puis l'abondance des milieux humides, en particulier dans le sud du Québec, qu'on sait sont sous pression. Et malgré les outils satellitaires qu'on a, il n'y a pas de bonne cartographie qui nous permet de faire ce décompte dans le temps. Là, on peut les localiser aujourd'hui, en 2025, mais de faire ce décompte-là dans le temps est beaucoup plus difficile. Puis ensuite, le territoire, il est immense et on habite juste une toute petite portion du territoire. Et donc, de parvenir à interpréter comment est-ce que ces micro-changements-là influencent notre bien-être quand on se perd sur l'immensité du territoire, c'est pas facile non plus. Et donc, il va y avoir du progrès à faire là, dans ce travail-là. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on arrive maintenant à la période de questions. Merci à tous là, pour vos échanges et perspectives. Donc, à la période de questions, c'est les gens en ligne qui ont préparé des questions. Donc, je me tourne vers l'ordinateur que je vais tenter de lire les questions qui ont été reçues, qui m'ont été transmises. La première, on reste avec toi, Dominique. Tu nous as parlé justement des indicateurs de biodiversité. Tu nous as parlé qu'il y en avait un certain nombre identifiés, mais que vous en avez retenu moins. Fait que la question semble porter là, sur quels critères vous ont guidé dans la sélection des indicateurs finaux. C'est une excellente question. On avait un certain nombre de balises. D'abord, il y avait des contraintes. Là. Les indicateurs du bien-être ont leur propre facture. Alors, il y a des enjeux de crédibilité puis de rigueur scientifique. Ça doit être des méthodologies qui sont éprouvées, des données qui sont facilement accessibles et crédibles scientifiquement. Et puis aussi, ce sont des données qui ont une certaine couverture temporelle. Alors, on ne pouvait pas juste faire un portrait aujourd'hui et espérer avoir un portrait dans le futur. Alors, déjà, en partant avec ces contraintes-là, il y a des indicateurs qui ont tout simplement été évacués du portrait. Et ensuite, dans un exercice préalable, on a fait une grosse réflexion sur la façon dont on sélectionnait, puis on a appliqué une grille SMART qui est connue par beaucoup. Là. Nos critères devaient être spécifiques, alors se rapporter à des objectifs bien précis. Dans notre cas, c'était les cibles du plan nature. Ensuite, il devait être mesurable. Évidemment, il fallait que les données soient accessibles et que la méthodologie, on puisse la maîtriser.
Il devait être pertinent dans le temps, alors assez sensible, puisque des indicateurs qui ne varient pas sur une échelle à laquelle on opère ne sont pas nécessairement d'une grande utilité. Et puis, j'en rajouterai peut-être un dernier qu'on a considéré dans notre grille d'analyse, qui est le plus qui vient après le SMART, c'est qu'il devait être communicable. Alors, en tant que scientifique, on peut être bien bon pour développer et penser à un certain nombre d'indicateurs, mais si on fait appel à des notions qui sont difficiles à communiquer, on n'aidera pas les politiques publiques par la suite. Et donc, ça faisait partie de notre grille d'analyse. Parfait. Merci. J'ai une question pour toi, Camille. La question, c'est la suivante. Là, pourquoi limiter la comparaison avec les États-Unis et l'Ontario? En tout cas, c'est ce qui a été mentionné dans nos discussions, plutôt que de se comparer aux pays européens, qui performent d'ailleurs à l'indice du bonheur beaucoup mieux. Oui, absolument. On a regardé un petit peu la comparaison Amérique du Nord parce que c'est souvent vers eux qu'on se tourne pour de l'inspiration à la fois économique ou de politique publique. Malgré le fait que c'est peut-être pas ceux qu'on voudrait nécessairement suivre dans certains choix, je pense qu'on apprend aussi, mais on remarque que le paradoxe québécois est présent, même si on le compare avec d'autres pays du G7. Donc, c'est réellement un arbitrage, on remarque, entre des fois la richesse économique et la richesse collective. C'est aussi pourquoi on compare le Québec à la Finlande, à la Nouvelle-Zélande ou encore à l'Islande, qui font partie des Wellbeing Economy Governments, dans l'optique d'avoir des précurseurs qui priorisent le bien-être et de pouvoir s'en inspirer dans le cadre de nos indicateurs et possiblement d'inspirer les politiques publiques qui suivent de notre analyse. Parfait. Christian, dans le secteur du logement, est-ce que vous avez, dans le rapport, soulevé la question de l'espace par habitant qui est en croissance? Donc, il y a une pénurie de logements ou de maisons, mais les maisons sont de plus en plus grandes et les gens moins nombreux à l'intérieur. Donc, question autour de l'espace par habitant en croissance. Est-ce qu'il n'y a pas là une piste de solution en complément à la construction? C'est intéressant. On ne l'a pas fait parce que c'est difficile absolument tout mesurer, mais c'est un indicateur qui, personnellement, m'intéresse. On le sait qu'il y a eu dans nos sociétés une certaine enflure à la consommation. J'ose le qualifier comme ça. En 20 ans, notre parc automobile grossit de beaucoup de pourcentage. Effectivement, nos pieds carrés ont beaucoup augmenté, ce qui fait en sorte que il y a peut-être que nos pieds carrés ne sont pas tout aussi productifs qu'il faudrait, mais il y a des tendances aussi contraires actuellement qui démontrent qu'on construit des plus petites unités d'habitation parce qu'elles coûtent tellement cher à faire qu'on est obligé de les faire plus petites comparativement à une certaine, je dirais, enflure de consommation qu'on a peut-être eu il y a 10-15 ans. Donc, personnellement, et mon organisation, on est conscient de ça. C'est un indicateur qu'on regarde, mais dans le cadre là, des indicateurs du bien-être du G15+, on n'est pas allé là, mais pourquoi pas, dans le futur, jeter un œil à ça. Parfois, ce qui est difficile là-dedans, c'est faire des comparables. Et on essaie d'avoir des comparables, pas juste des indicateurs tellement juste québécois. Parfait, merci. Question qui commence par un commentaire. Là. La personne mentionne qu'elle ne connaissait pas le G15+ avant aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle. On diffuse les connaissances. Puis là, elle mentionne, est-ce que les indicateurs sont aussi accompagnés de seuils critiques pour susciter l'action des gouvernements ou inciter à l'action? Fait que finalement, j'ai envie de la poser à tout le monde, là, si vous avez le goût d'y répondre à tour de rôle. Ou... Bien, on n'a pas vraiment mis de seuil critique. On tente surtout de regarder les tendances pour voir qu'est-ce qui s'améliore et qu'est-ce qui se détériore. C'est un exercice très scientifique. Hein? On lui donne une saveur un peu de politique publique et c'est un peu normal hein, qu'on ne soit pas très connu. On n'a pas un objectif de grande notoriété, le G15+. Notre objectif, c'est que des gens de la société civile se parlent, se rassemblent et s'entendent sur certains constats et certaines directions à prendre pour la société québécoise. On n'a pas mis de seuil critique, dire il faudrait atteindre ça. En mettant au jeu des indicateurs, on espère qu'en quelque part, les gouvernements et la société québécoise s'emparent des indicateurs et éventuellement, ça sera peut-être un pas à franchir, mais on ne le fera pas seul de notre côté, ça c'est sûr, parce que les implications sociales sont très grandes et puisqu'on est pour le dialogue social, c'est quelque chose qu'on ferait plus largement en tout cas. Un commentaire additionnel sur les seuils? Bien, en tant que scientifique... Oui, en tant que scientifique, personnellement, je trouve ça toujours difficile d'établir des seuils critiques. Et dans un exercice de communication comme celui-là, c'est pas facile non plus de s'en tenir uniquement à une tendance moyenne. Pour ma part,
j'œuvre constamment dans un univers où tout varie. Et donc, j'ai tendance à représenter cette variation-là plutôt que de mettre l'emphase sur une moyenne. Et donc, un seuil critique, c'est une notion que je n'utilise pas au quotidien et qui me fait peur, en fait. Ceci dit, il s'avère que sur 3 des 4 indicateurs, rapidement, il y a des cibles qui sont dans le cadre mondial et dans le plan nature, c'est-à-dire qu'on doit arrêter l'extinction et donc éviter la dégradation des populations et changer les statuts. Alors, les espèces à statut précaire, elles devraient avoir une croissance qui est nulle ou voire même positive. Ensuite de ça, on vise à arrêter complètement les introductions d'espèces exotiques envahissantes. Alors, ça devrait être aucune espèce exotique envahissante qui rentre sur notre territoire. Alors que je le disais tout à l'heure, il y en a au moins une en moyenne par année et donc plusieurs par décennie. Et puis, finalement, il y a un seuil critique aussi, un objectif quantitatif qui a été fixé d'atteindre 30 de notre protection du territoire. Et là, on est à 17 On a donc un peu de travail à faire pour les prochaines années. Parfait. Donc, le 30 ça en est un seuil. Oui, c'est tout à fait. Parfait. Justement, on va rester avec toi et la biodiversité. Donc, tu as mentionné que tu as évoqué la science citoyenne. Donc, les gens, la question qui est posée, c'est quelles sont les principales sources pour faire le suivi des indicateurs en biodiversité? Bien, les données, elles sont compilées et rendues toutes accessibles sur le portail de Biodiversité Québec. Je vais me prendre la peine de mettre en valeur ici. Et sur ce portail-là, il y a 2 grosses sources de données qui sont accessibles en distribution libre. Il y a les données du réseau de suivi auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Puis finalement, il y a les données d'observation qui viennent de différentes natures. Alors, dans ces données-là, on compile les données de sciences citoyennes qui consistent en fin de compte à la majorité des observations. Là, on parle de 40 millions d'observations de biodiversité pour le Québec avec plus de 25 000 espèces, là, je pense, qui sont documentées. Sont suivis les données gouvernementales, des données de relevés scientifiques, puis des données d'organisations partenaires avec lesquelles on collabore et qui se retrouvent finalement accessibles sur notre portail. Et donc, c'est facile à consulter. Parfait, merci. Camille, une question pour toi. Je pense que c'est Christian qui a présenté au début, mais tu sais, un certain nombre d'indicateurs se sont améliorés, un certain nombre se sont dégradés, un certain nombre n'ont pas bougé. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple de tenter de tendre vers une espèce d'indice où là, globalement, on dirait l'indice est passé de 82 à 84 ou peu importe. Là. Donc, est-ce que c'est une réflexion que vous devriez avoir ou que vous avez, mais que vous n'avez pas encore concrétisée? C'est en effet une méthode qui est utilisée par beaucoup d'indicateurs autres que les nôtres. Là, on va créer des indices composites ou des amalgames d'indicateurs sous un même chiffre. Par contre, dans le cadre des indicateurs de bien-être, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a des bases de données qui sont très différentes, des données qui vont parfois dater de 1976 jusqu'à 2024 et d'autres où on aura une seule et unique donnée en 2023. Donc, de créer un indice composite qui tient en compte tous les indicateurs et qui donne également un poids adéquat à chaque indicateur parce qu'on a moins d'indicateurs en environnement qu'on en a en économie pour le moment ou en société. Donc, est-ce qu'on veut dire que les indicateurs en environnement sont moins importants que ceux des autres piliers? Il faut trouver une manière de manœuvrer à travers ça. Et pour l'instant, on n'a pas assez des données qui sont comparables sur des longues périodes de temps pour nous permettre de créer un indice composite du genre. Est-ce que c'est impossible dans le futur? Je dis pas non, mais pour le moment, on se garde un tableau de bord à 54 indicateurs en espérant que déjà cet exercice-là de mettre tout sous un même toit va aider les Québécois à comprendre quelles sont leurs priorités et les décideurs publics à les écouter également. Parfait. Merci. Question pour les municipalités. Donc, Christian, je vais me tourner vers toi. Là. Comment ou à travers quel outil les municipalités peuvent être incitées à utiliser les indicateurs, comme par exemple dans une révision de schéma d'aménagement? Très, très intéressant parce que c'est vraiment un bon moment. Il ne faut pas oublier que le gouvernement du Québec, puis je ne l'ai pas mentionné, ça me permet de dire ça, a décidé à travers sa nouvelle politique nationale d'architecture et d'aménagement, a décidé de mesurer
de monitorer un certain nombre de choses par rapport à comment évoluent nos collectivités. Donc, il va y avoir certains indicateurs nationaux et les MRC et les villes vont être invités à avoir leurs propres indicateurs. Il y a même un observatoire là, qui a été créé là, à travers les universités du Québec, puisque c'est pan-québécois. Mais on peut penser qu'il y a des indicateurs très utiles. On parlait du changement d'occupation des sols. Nous, on aime bien parler d'artificialisation des sols, qui est très important et que pour les villes, si elles veulent contribuer justement à ça, c'en est un bon. Il va falloir le faire aussi. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de données à aller chercher sur le logement. Je répète parce que c'est un peu mon obsession des derniers mois, puis en plus, les indicateurs viennent confirmer. Bien mesurer les questions de logement. OK, le taux d'inoccupation, mais c'est qui n'a pas de logement? C'est quel genre de logement? Ça aussi, c'est un aspect très important. On peut penser, mais également, finalement, au kilomètre parcouru. Hein, si on veut utiliser moins de routes, si on veut moins mettre de GES, on veut moins avoir besoin de voitures. Mesurer le nombre de kilomètres parcourus sur notre territoire était aussi un autre bon indicateur à avoir en tête pour les villes. C'est pas facile, fait que peut-être regrouper ça à l'échelle des MRC pour faire le travail. Parce que si chaque ville essaie de faire le travail, ça va être trop lourd pour elle, mais la MRC peut être une échelle adéquate. Parfait. Merci beaucoup. Probablement pour Camille, la question que... Comment pouvez-vous faire converger votre superbe tableau de bord avec le référentiel québécois de l'ISQ afin que, dans le fond, les gouvernants ou le gouvernement n'aient qu'une seule cible cohérente à suivre là, ou une seule série d'indicateurs à suivre? En effet, l'ISQ est un partenaire du G15+. Là, il suit souvent notre démarche à travers ça. Comment c'est possible? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup, j'imagine, de politique là-dedans qui se fait. Mais on peut faire des recommandations, certainement, afin d'intégrer des indicateurs qu'on a mentionnés. Les indicateurs de progrès de l'ISQ ne considèrent pas encore. Je pense que c'est un espace où on pourrait développer une concertation entre les acteurs pour être en mesure d'avoir des discussions et du dialogue social qui est prôné par le G15+. Et donc... de pouvoir avoir un impact et de faire des recommandations auprès de l'Institut de la statistique du Québec qui pourrait en effet avoir au final des répercussions sur les décisions des décideurs publics. Parfait. Si, selon le G15+, le Québec ne serait pas encore référencé comme une économie du bien-être, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il le devienne? Donc, une question pour les trois, je pense, peut-être là, un point de vue complémentaire. Bien, je pense que d'abord, c'est en faire un objectif officiel. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on a fait des clins d'œil à la campagne québécoise qui s'en vient, parce qu'il faut que ça devienne un objectif. Hein. On sait, par exemple, M. Legault avait comme objectif de réduire l'écart entre l'Ontario et le Québec d'un point de vue économique. Mais peut-être qu'à la prochaine frontière, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des limites aux indicateurs économiques, puis qu'il y a d'autres indicateurs qui nous positionnent très bien, que l'écart est favorable à nous. Donc, de mesurer dorénavant la société québécoise, pas uniquement par le PIB, mais à travers le bien-être et le mesurer. Et pourquoi pas le déposer en même temps que le budget? Hein? Je lance ça comme idée. Pourquoi pas mesurer le bien-être des Québécois en même temps que le budget pour le mettre au même pied d'égalité que le PIB? Ce serait un aspect intéressant pour y arriver, se doter de cette vision-là. Donc, ça prendrait une loi anti-déficit de bien-être. Exactement. Très bonne Qu'est-ce qu'on fait avec les surplus, cependant? On les redistribue à d'autres juridictions qui sont moins bien dans le monde. Le point de vue complémentaire, un point que vous voulez compléter? Ou c'est... Je peux juste rajouter que c'est bien connu qu'il y a une codépendance entre la nature puis le bien-être et l'économie aussi. Et ce sera certainement quelque chose, un défi à mesurer dans les prochaines années. Là. Comment est-ce que finalement on peut quantifier cette relation-là entre les trois? Là. Particulièrement dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Exactement. Bon, parfait, merci. Ça complète la période de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les traiter. Il y en a beaucoup là, qui sont restés en suspens. Mais merci pour vos réponses. Merci pour les questions des gens du public. Merci pour vos réponses. J'en aurai une, moi, cependant. Est-ce qu'il y aura une 5e édition, puisqu'on parle de la 4e? Je pense pas que c'est une question piège. Je pense que oui. En tout cas, tout le monde veut ça. OK, bon. C'est bon. Excellent. Peut-être quelques observations de ma part, puis j'essaie de tirer un peu là, de ce que j'ai entendu tout au long de ce midi-conférence-là. Donc, peut-être
besoin de mieux intégrer les indicateurs dans les analyses gouvernementales, voire analyse, j'élargis même budget. Là. Ça serait du côté gouvernemental. Donc, du côté du G15+, est-ce qu'on veut migrer tranquillement, pas vite ou non, vers un indice composite? Je pense que peut-être la prochaine fois, peut-être faire... Si c'est abordé, même si ce n'est pas arrivé au bout, de dire au moins ce serait quoi les avantages, ce serait... Moi, je pense qu'il y a des avantages, je pense qu'il y a peut-être des inconvénients à faire ressortir. Il y a de plus, vous l'avez sorti chacun de votre bord, il y a de plus en plus de gens qui s'approprient ça et qui en font de leur côté. Est-ce qu'il faut fédérer? D'ailleurs, il y avait une question avec l'ISQ. Est-ce qu'il faut fédérer tout ça en une place unique? Je ne sais pas. Je vous lance un peu le défi de cette réflexion-là. Puis évidemment, mais je terminerai avec les gens à la maison. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, bien, allez, garochez-vous sur le site pour aller voir les indicateurs et vous les approprier. Donc, ça ferait le tour de la présentation. Donc, j'aimerais donc encore une fois vous remercier le partenaire financier quand on a des activités à TV Rive-Sud. Il y a l'Association de planification financière et fiscale qui nous accompagne là-dedans financièrement. Et j'aimerais également dire un merci à tous les partenaires de diffusion. Ils sont nombreux, là, les partenaires de diffusion, donc je les remercie. C'est ce qui fait que vous avez été aussi nombreux à vous connecter ce midi. Et je terminerai vraiment avec un dernier mot de la fin sur notre prochaine activité. Donc, à la Chaire, on fait de nombreuses activités. Donc, pas plus tard que mardi prochain, il y aura une activité donc sur les finances publiques, sur le besoin de garder le cap et de maintenir la cohérence sur justement des indicateurs, des objectifs de long terme. Ça semble rébarbatif, on va parler de fonds dédiés, mais ça va être intéressant, je vous le promets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, pour la semaine prochaine, on sera 4 au rendez-vous avec les collègues pour discuter de tout ça. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.